Si vous devez qualifier la musique que vous venez d'écouter, vous auriez dit quoi? Joyeuse, heureuse, bonne ambiance? Ok, maintenant je vous la remets, mais avec les sous-titres. C'est pas la même chose, on est d'accord. Et c'est normal, parce que cette musique s'appelle la Narcos Corridos. C'est le type de musique des narcotrafiquants mexicains qui fait l'apologie du crime et des trafics de drogue en tout genre. Un phénomène musical qui fait polémique au Mexique, ça s'appelle le narco corrido. Il s'agit de chansons à la gloire des narcotrafiquants et plus généralement à la gloire des activités criminelles liées au trafic de stupéfiants. Au point où les artistes qui chantent ces musiques se font bannir des radios mexicaines et leurs concerts sont annulés. So Pluma receiving death threats ahead of his possible performance next month in Tijuana. Si un artiste travaille pour un cartel qui est l'ennemi du groupe mafieux qui domine l'endroit où il vient chanter, alors ça peut dégénérer. Comme ce groupe dont les musiciens ont tous été assassinés près d'ici. These corridos would be propaganda for their organizations. Il n'y a eu aucun narco-corrido, c'était juste une légère apologie du crime. Aujourd'hui, on va donc enquêter sur ce phénomène des nouveaux artistes mexicains financés par les cartels. Et pour voir tout ça, il faut remonter à la fin des années 1800. C'est à ce moment-là qu'on voit pour la toute première fois apparaître ce fameux terme corrido dans le sud-ouest du Mexique. Et en fait, au début, c'est des espèces de petites ballades comme ça, un peu romancières. Et ça raconte plutôt des belles histoires, des histoires un peu héroïques, où le héros se rend compte de ses échecs, de ses succès, et toujours dans un langage un peu poétique, avec un style épique. Et donc ces musiques elles pouvaient traiter de questions politiques, mais aussi des événements historiques ou même des relations amoureuses. Et quand je dis politique, on a un très bon exemple concret où ce type de musique était utilisé par exemple durant la guerre civile au Mexique en 1910. C'est un peu l'hymne et la manière pour le peuple de se rassembler. Et même certaines de ces musiques étaient un peu le porte-parole musical et artistique de certains opposants politiques. Et un très bon exemple de ça, c'est l'un des corridos célèbres de la révolution mexicaine, la Adelita de los Mejores Mariachis. Alors oui, je me suis un peu entraîné avant de dire cette phrase, je vous rassure, et j'ai aussi vécu un an en Barcelone, donc voilà, ça aide. Mais avant de continuer, il y a un truc super important qu'il faut que je vous précise, c'est que déjà je suis pas forcément le plus familier de la culture sud-américaine ou même mexicaine. Comme je vous l'ai dit, j'ai vécu un an à Barcelone, donc j'ai côtoyé énormément de personnes d'Amérique latine, mais c'est pas pour autant que je suis un expert dans le sujet. Donc tout ça pour vous dire qu'il se peut qu'il y ait des erreurs dans mes prononciations, ou même quelquefois peut-être dans des faits historiques qui soient pas exacts, malgré le fait que j'essaie toujours de sourcer au maximum mes vidéos. L'erreur est humaine et j'espère que dans les commentaires vous allez pouvoir me corriger sur certains points pour que je puisse aussi apprendre. Parenthèse terminée, on revient maintenant à l'histoire des corridos parce que ça commence à s'aggraver vers les années 70. Parce que c'est à ce moment-là où le terme corrido, qui illustre plus des ballades un peu romantiques et sympathiques, commence à se transformer et passer du côté obscur, vu que les cartels mexicains commencent à s'infiltrer dans le style musical. Et c'est comme ça que le terme narco s'introduit et que ça devient narco corrido, qui fait référence bien sûr aux narcotiques qui passent par le Guatemala, la Colombie et le Mexique par exemple. Corridos in general, they did not used to be so much about criminals or traffickers. As they are today. Vu que c'est une musique qui va être très mal vue au début, elle va être bannie de beaucoup de radios, il y a des concerts qui vont être annulés. The rise of this genre hasn't come without backlash. There have been several attempts to ban public performances, so they were banned from the radio, they were banned from being sold in music stores. Jusqu'à même arriver au point où certains artistes se font assassiner. Car les chanteurs de narco-corridos sont souvent parrainés par un groupe criminel. Alors pour les inspecteurs comme pour les artistes, ces événements ne sont pas sans risque. Les artistes doivent faire très attention quand ils se déplacent. Si un artiste travaille pour un cartel qui est l'ennemi du groupe mafieux qui domine l'endroit où il vient chanter, alors ça peut dégénérer. Comme ce groupe dont les musiciens ont tous été assassinés près d'ici. Chalino Sanchez. Alors si vous n'êtes pas mexicain ou familier avec la culture latine, ce nom vous dit absolument rien. Et pourtant, durant les années 90, c'était l'un des plus grands chanteurs mexicains, notamment du côté de Los Angeles. Alors il est né en 1960 à Sinaloa, à l'ouest du Mexique. Il est né dans un ranch, dans une famille assez pauvre, et son seul et unique rêve à l'époque pour lui, c'est devenir chanteur et sortir de cette misère. Bon, même si Chalino a pas eu une enfance très facile pour être honnête, vu que prétendument à 17 ans, il a lui-même tué le mec qui a essayé de sa sœur, ce qui l'a bien sûr forcé à quitter la ville et aller vivre à Tijuana, là où il est devenu un coyote. Et ça veut dire quoi exactement ça, un coyote? Bon bah en réalité c'est une personne qui aide les immigrés mexicains à passer la frontière et arriver aux États-Unis. Bon, et comme vous pouvez l'imaginer, c'est aussi ce moment-là où il s'est dit que lui aussi il allait passer aux États-Unis et c'est comme ça qu'un an plus tard il a fini à Los Angeles. Sauf que la vie d'immigré à l'époque est très difficile. On est au début des années 80 à Los Angeles, il y a énormément de communautés afro-américaines, il y a aussi une très grosse communauté latine, et en étant immigré sans faire d'études, évidemment il va enchaîner des petits boulots. Il fait la plonge, il essaye de vendre des voitures, bref en fait il essaie absolument tout pour survivre et sortir cette misère.
populaire. Et c'est malheureusement aussi à ce moment-là où il tombe sur la vente de drogue, tout en continuant en parallèle à faire passer des gens du Mexique aux États-Unis. Et malheureusement, c'est en 1984 que Armando, le frère de Chalino, se fait assassiner dans un hôtel à Tijuana. Ça va évidemment dévaster Chalino, qui était très proche de son frère, mais c'est aussi cet événement dramatique qui va l'inspirer à écrire sa toute première musique de corrido. Et c'est cette manière un peu fortuite qui commence en réalité sa vraie carrière. Bon, même si entre-temps il fait un petit tour par la case prison, c'est d'ailleurs là-bas où il commence à faire ses premiers contacts avec les cartels, et en sortant de prison, ils lui disent écoute, ça serait bien que tu commences à faire un peu de musique de manière plus professionnelle, et nous on est derrière pour t'assurer financièrement. Donc on échange d'un cadre professionnel comme un studio, ou d'autres bénéfices plus en nature, ou même carrément une protection, et c'est comme ça qu'il commence à rentrer dans ce domaine des narco-corridos. Et à ce qui paraît, j'ai entendu parler qu'il y avait aussi des bénéfices à s'abonner à la chaîne de Chalino et d'activer la petite cloche. Après voilà. Et Chalino, lui depuis gamin, il voulait devenir chanteur, ce que je vous avais dit. Donc pour lui, c'est une aubaine, il va pouvoir réaliser son rêve. Enfin quitter ces petits jobs qu'il saoule et pouvoir vivre de sa passion. Que cantaban ya corridos a personajes de la mafia. The interpreters and composers, they are relatives of drug dealers. Et c'est comme ça qu'en 1989, il enregistre sa toute première cassette avec 15 musiques dessus, Más Éxitos con Chalino Sánchez. Et c'est comme ça aussi qu'il commence à se professionnaliser, notamment avec un producteur musical, Pedro Rivera, qui lui-même avait un studio à Los Angeles. Et c'est comme ça qu'ils vont être comme un peu les pionniers de ce nouveau style musical qu'est les narco corrido. Notamment à Los Angeles, où il y avait une grosse communauté latine qui n'attendait que ça. Mais malheureusement, comme vous pouvez l'imaginer, quand votre musique est étroitement liée au cartel, les choses vont pas se passer exactement comme prévu. Parce que le premier incident arrive en 1992 à Coachella. Alors non, pas au festival qu'on connaît tous, mais plutôt la ville Coachella, où Chalino est en train de faire un concert et un mec du public qui s'appelle Eduardo sort une arme, la pointe sur Chalino et commence à tirer. Chalino esquive les tirs et sort aussi une arme de son côté pour riposter et commence à tirer sur Eduardo. Au total, il y a donc eu 15 tirs qui ont été tirés et 7 personnes blessées, dont Chalino qui a quand même fait un tour à l'hôpital et qui est finalement sorti 11 jours plus tard sans accusation, parce qu'en gros c'était considéré comme la légitime défense. Par contre, du côté d'Eduardo, c'était pas la même chose, vu qu'il s'est quand même pris 20 ans de prison pour tentative d'homicide. Et en fait, c'est à ce moment-là où Chalino commence à être de plus en plus méfiant, notamment quand il doit débarquer dans une soirée pour essayer de performer, parce que ce qui se faisait extrêmement souvent à l'époque et aussi notamment dans les soirées disco, c'est que c'était le public qui demandait à l'artiste donc un titre bien spécifique. Généralement, comment ça se passait? C'était dans le public, ils écrivaient un petit truc sur un papier, puis ils le donnaient à l'artiste. Et simplement 2 mois plus tard, donc le 15 mai 1992, Chalino reçoit une fameuse note sur scène, sauf que cette fois-ci, la note est un peu spéciale. Vu qu'elle va pas lui demander une requête musicale, mais d'après les dires, cette note est en réalité une menace de mort d'un cartel. Et même si on n'en est pas sûr à 200%, en fait ce qui est fascinant, c'est que la séquence que je viens de vous raconter, elle a été filmée, donc on a les images en détail de ce qui s'est passé. Et je vous laisse voir par vous-même, mais la séquence est juste horrifiante, parce qu'on voit de nos propres yeux quand on regarde le visage de Chalino, la mort qui va arriver. Donc suite à ça, Chalino finit son concert, même s'il est quand même extrêmement anxieux, et il décide de partir avec ses amis pour rentrer chez lui. Et sur la route du retour, il est arrêté par une Chevrolet noire. Chalino s'arrête, la personne arrive vers lui et lui montre un insigne de police, en lui disant que le commandant veut le voir, et c'est exactement à ce moment-là que Chalino comprend que c'est la fin pour lui. Il regarde alors ses amis une dernière fois, avant de monter dans cette voiture qui était prétendument celle de la police, et c'est le lendemain qu'il est retrouvé mort, à 6h du matin par 2 fermiers. Et ce genre d'histoire macabre d'artistes de narco-corrido qui meurent du jour au lendemain, on en a plein les amis. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'objectif de ces cartels? Qui sont exactement ces cartels et pourquoi est-ce qu'ils décident de financer ces artistes? Un autre artiste plus récent des narco corridos, c'est El Commander. C'est un artiste méga populaire avec des millions de vues sur YouTube, qui reprend donc les codes des narco corridos de manière un peu plus moderne et qui a été interviewé il y a 9 ans de ça par le magazine Vice. Yo hablo de lo mismo que se hablaba hace 10 años. Obviamente estamos en otros tiempos, totalmente. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a plusieurs éléments. Déjà, ce qu'il affirme, c'est que la plupart des histoires qu'il raconte dans ses musiques sont simplement des choses qu'il a vues dans son entourage. C'est pas vraiment des choses qu'il a commis par lui-même, mais on va dire que c'est plus de la romance de ce qu'il voit. Son gente que escribe de la realidad de las calles, de lo que sucede hoy en día en Culiacán, de una realidad muy cruda o violenta. Et c'est là où on voit qu'il y a une espèce de non-dit, mais que tout le monde comprend en réalité ce qui se passe. Attaquer publiquement un chanteur protégé par un cartel pourrait, nous disent-ils hors caméra, leur coûter la vie. Je n'ai rien entendu d'anormal, mais dès qu'on entendra quelque chose, on agira immédiatement. Mais il vient de chanter « Mon entreprise se consacre à tuer » par exemple. Oui, bon, il faudrait qu'on vérifie les paroles. Il n'y a eu aucun narco-corrido, c'était juste une légère apologie du crime, mais pas comparable à du narco-corrido.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir tous les éléments récurrents dans le narco corrido. Bah oui les amis, parce qu'il y a des codes dans cette musique. Comme on en a dans le rock, dans la pop, dans le rap. Déjà comme vous avez pu voir, il y a un certain look bien spécifique. On a un peu cette tenue de Far West américain, ou alors un peu plus en mode rap, plus moderne, avec des vêtements designer, Armani, Louis Vuitton, etc. Se hicieron famosos la Armani. La Armani se hizo súper famosa. La Hardy, pues, la Hardy. Louis Vuitton. Entonces los sombreros se dejaron de usar y ahora usaron gorras. Il y a aussi une année bien spécifique qui est l'année 2008 qui est souvent rappelée dans les musiques de narco corrido. C'est l'année où le gouvernement mexicain a essayé d'arrêter l'influence des cartels, mais qu'il n'a pas vraiment réussi, donc en fait c'est une année de victoire pour les cartels. Il y a aussi certaines armes qui sont rappelées assez souvent, comme le calibre 38, et enfin le whisky Bucanas, qui est aussi un alcool très populaire au Mexique. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un ensemble de règles et de codes qui sont assez répétés, et notamment le gangsta rap, on voit quand même énormément de parallèles, qui a aussi des relations très étroites avec les différents gangs américains. El futuro de esta música va a ser muy parecido a lo que sucedió en reggaetón o a lo que sucedió en hip hop. Il y a aussi des artistes féminines dans ce genre de musique. On a par exemple l'artiste Violeta Rodriguez qui reprend en fait les mêmes codes encore une fois que le rap aux US féminin, donc avec Nicki Minaj, Cardi B ou même plus récemment Ice Spice. Tu amor es lanzagranadas, tus ojos cuernos de chivo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo entière sur la vie de Ice Spice, je vous mets le lien au-dessus et en description. Mais bon, tout ça c'est cool, mais ça explique pas en détail pourquoi cette musique devient de plus en plus populaire et comment ça allait aux États-Unis et même en Europe. Et ben pour voir ça, je pense que c'est intéressant d'étudier le cas du nouvel artiste mexicain qui commence à exploser et qui fait fureur. Et je vous assure que je pèse mes mots parce que ce mec a 51 millions d'auditeurs mensuels quand même sur Spotify. Sa musique est actuellement 43e du top mondial et elle cumule 554 millions de vues sur YouTube. Je parle bien sûr de l'artiste Peso Pluma et vous avez peut-être déjà entendu sa musique, Ella Baila Sola. Et le problème, c'est que si on n'est pas au courant de tout ce que je viens de vous raconter, et pas quand on écoute sa musique, on a l'impression que c'est une petite balade romantique comme ça, sympathique. On croit que c'est une histoire d'amour, entre deux jeunes. On pense aussi que c'est un artiste normal qui est tout simplement en train d'exploser tous les scores et qui fait sa promo tout à fait normalement. Il est d'ailleurs passé récemment chez l'émission américaine de Jimmy Fallon. Il est aussi passé chez le magazine GQ pour montrer ses tatouages comme beaucoup d'artistes. Il a même fait un concert à Coachella, et cette fois-ci je parle bien du festival. Donc sur le papier, tout est normal, du moins c'est comme ça que c'est marketé. Parce que quand on rentre en détail dans cette affaire, on voit qu'il manque une grosse chose dans l'équation. Déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a à peine 3 mois, il y a eu des gros problèmes avec le concert de Peso Pluma. Vu qu'il y avait une énorme bannière qui disait, je cite, « Ceci s'adresse à toi Peso Pluma. Abstiens-toi de ton concert le 14 octobre car ça sera ton dernier. C'est à cause de ton manque de respect et ta langue déliée. Si tu viens, je vais te casser la gueule. » Alors bien sûr cette phrase peut être traduite de différentes manières, mais faut pas être trop bête pour comprendre que c'est quand même une menace de mort. Et ce qu'il faut savoir sur cette fameuse banderole, c'est qu'elle est pas signée par n'importe qui, vu que c'est le CJNG qui l'a signée, qui en gros veut dire le cartel Jalisco New Generation. Donc c'est un syndicat de crime, donc un cartel qui est basé à Jalisco, qui est donc une région au Mexique, et je vous dis pas ça au pif, c'est de l'endroit d'où vient Peso Pluma. Alors évidemment son équipe et son label ont directement réagi en disant, je cite, « Notre objectif est de protéger les fans et l'équipe, donc pour la sécurité de toute personne impliquée, nous annulons notre spectacle à Tijuana. » Meanwhile, the artist Peso Pluma receiving death threats ahead of his possible performance next month in Tijuana. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ce cartel s'en prend à lui? Déjà de 1 parce qu'il promue énormément d'histoires de narco corrido dans ses clips, et la deuxième raison c'est que apparemment ce fameux label serait affilié à un cartel opposant. Et pour vous préciser, ce label c'est Del Records, donc en gros on est complètement dans une guerre de gangs interposée à travers la musique. Et encore une fois, ça rappelle énormément toutes les histoires de gangs, de rap que j'ai pu raconter sur cette chaîne. Et d'ailleurs ce fameux label a eu énormément d'histoires avec la justice mexicaine, vu que l'ancien président du label, Angel Del Villar, s'est quand même fait arrêter par le FBI, parce qu'il avait des liens avec des promoteurs musicaux qui eux-mêmes étaient liés avec des cartels. Donc autant vous dire que c'est complètement la définition d'une mafia quoi. Et là en réalité je vous ai présenté 2-3 cas durant cette vidéo, mais il y en a plein comme ça. On aurait pu aussi parler de Grupo Frontera, qui est un autre groupe de narco corridos qui a même fait un feat avec Bad Bunny. Donc que ce soit des concerts annulés à cause de menaces de mort, des artistes qui se font connaître du jour au lendemain parce qu'ils sont financés par des cartels et qui juste après disparaissent complètement, ou encore même les radios mexicaines qui bannissent ce genre de musique, on a vraiment pour toutes les salsas quoi. Des inspecteurs punissent par des amendes les interprètes de ce genre musical, le narco corrido. Ils ont réclamé 100 000 pesos à l'artiste, l'équivalent de 6 000 €, avant même qu'il ne donne son concert. Cet artiste ne sait chanter que des narco corridos, alors on lui a dit tu dois nous assurer que tu n'en chanteras pas et pour ça tu vas nous laisser une caution de 100 000 pesos. Et en fait c'est pas vraiment nouveau dans la musique a toujours été une manière de faire un peu de propagande. These corridos would be sort of propaganda for their organizations.
La musique elle sert généralement à adoucir ou à aggraver une idée. En fait au final c'est un système de communication, c'est ce qu'on appelle donc le soft power. Et ça a été énormément utilisé, notamment par le gouvernement américain, pour que les gens puissent valider leurs idées sans faire de guerre géopolitique. Et ici ce qu'on voit c'est que les cartels font la même chose, donc ils créent des artistes de narco-corrido de toutes pièces, vraiment de A à Z, en finançant leur carrière pour propager leurs idées en Amérique latine et surtout aux États-Unis. Ce qui rappelle encore une fois énormément ce qui s'est passé avec les différents gangs américains avec le rap, mais ce qui est aussi plus intéressant c'est qu'on peut faire un parallèle avec les films de gangsters. Parce que quand on a des films comme Scarface, Les Affranchis, Les Parrains, qui dramatisent et scénarisent certains actes qui sont inspirés de faits réels, mais qui sont aussi quand même assez amplifiés pour le spectacle au cinéma, est-ce qu'en réalité c'est quelque chose de grave et la faute devrait venir à, je sais pas, l'acteur, le réalisateur ou le producteur? Et bien écoutez, c'est une question avec laquelle je vous laisse me répondre en commentaire juste en bas, et je vous laisse les amis avec l'histoire du plus gros gangster du rap américain. En attendant, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit abonnement pour l'algorithme, de venir me suivre sur Insta, c'est @JainoMusic, et moi je vous dis à la prochaine, peace out.